C'est-à-dire que c'est Olivier Guimond qui m'a donné le goût d'avoir un théâtre. Parce que, à ce moment-là, on tournait le zoo du Capitaine Bonhomme. À tous les samedis, on faisait 5 émissions d'1 heure le samedi. Et entre les émissions, on parlait beaucoup, Olivier et moi. Et il me parlait toujours de cette espèce de répertoire qui jouait ailleurs, qui jouait au Canadien, qui jouait dans les autres théâtres. Qui malheureusement, ne pouvait plus jouer parce qu'il n'y avait pas de théâtre comme ça. J'avais 29 ans. J'écoutais ça attentivement, ça m'intéressait beaucoup de rencontrer ces gens-là qui avaient fait ce répertoire-là, de faire connaissance aussi avec leur répertoire. Alors, j'ai acheté un théâtre. La vocation de ce beau building datant de 1910 se profilait dès l'origine, car l'architecte J.A. Godin pensait dessiner un théâtre qui ne vit jamais le jour, le Jovial. À cette adresse, il eut longtemps le théâtre-cinéma Dominion. Quant à l'appellation Théâtre des variétés, elle vient de Paris et fut adoptée par la première troupe professionnelle francophone de Montréal qui commença ses activités en novembre 1898 à l'étage au-dessus d'un magasin de la rue Sainte-Catherine près de Papineau. Mais dans la mémoire populaire, il n'y a qu'un seul et unique Théâtre des variétés. Celui de la rue Papineau, juste au nord de Mont-Royal, celui qu'occupe Gilles Latulippe et ses artistes du rire depuis 1967. C'était la seule salle, dans le fond, disponible. Et comme elle était dans l'Est, comme mes parents avaient eu un commerce dans l'Est, comme le Canal 10 à l'époque, TFTM, c'était dans l'Est, je trouvais que, sans avoir choisi, c'était très bien placé. Je pense que je suis un des privilégiés qui a le plus joué au Théâtre des variétés. Il n'y a pas une comédie musicale, une revue à grand spectacle, une comédie, un burlesque, où j'étais pas là. On m'a tout fait faire au théâtre. Pour moi, le Théâtre des variétés, je sais pas, c'était un endroit de théâtre, mais populaire. Tu sais, Fernand Gignac, Gilles Latulippe, Michel Noël, des gens avec qui, des gens que je fréquentais, beaucoup quand même avec Télémétropole. Puis, quand je suis arrivé ici, d'abord, l'ampleur, l'odeur, et toute cette équipe-là, c'était pour moi un genre de coup de foudre. Un patron de théâtre, ça vend du vent. C'est pas de la réalité, le théâtre. Tout est faux quand tu y penses. On a des murs de carton, on a des costumes qui nous appartiennent pas. On vit dans un univers pendant X heures, là, quand on a... On vient rêver. Alors c'est du vent, c'est rien. On se réveille quand on se retrouve sur la rue, ici en face. Alors Gilles fait ça depuis 30 ans ici. C'est une merveille. L'ouverture du Théâtre des variétés fut marquée par un long week-end de gala qui durait toute la nuit. Plusieurs artistes réunis ici, dans la canicule du mois de mai 1999, s'en souviennent bien, car ils ont été de nombreuses distributions. Le 23 septembre 1967, un Gilles Latulippe fébrile confia l'honneur de frapper les 3 coups d'envoi à l'artiste la plus populaire de son temps, une habituée du plateau Mont-Royal, Madame Juliette Béliveau. Madame Béliveau, c'était quelqu'un d'une discrétion incroyable. Partant du Rio-Vert, elle allait partir tous les soirs. Elle partait avec son petit sac, seule. Elle allait prendre un petit café à Angle, Mont-Royal et Saint-Denis. À la petite table du coin, elle fumait plusieurs cigarettes, prenait son café. Tout le monde lui disait bonjour. Angle, Mont-Royal et Saint-Denis, c'était... Puis après, elle rentrait chez elle à pied, tout ça. C'est à vous, Monsieur Grimaldi, que je dois les succès des débuts du Théâtre des variétés, parce que vous m'avez tenu par la main. Je connaissais absolument pas ça au début. Et vous étiez là, heureusement pour moi. J'ai été le premier à rentrer sur cette scène. Exactement. Qui dit vieux routier du clan Grimaldi, dit Olivier Guimond. Dès le premier soir, il était sur la scène du Théâtre des variétés. Et depuis sa disparition en 1971, son éthique et son talent continuent d'inspirer ceux qui perpétuent la tradition. Ben, il y a une bonne photo d'Olivier Guimond surplombe la salle. Et tous les soirs, papa, avant d'entrer en scène, le regarde ou pense à lui. Et
apparemment, son fantôme est encore ici. Bien sûr, Olivier, qui avait un trac. Le trac au point... La première semaine, on répétait le lundi après-midi, donc on avait un spectacle le lundi soir, parce que Gilles ne fermait pas, on n'avait pas de relâche, hein, jamais. C'était à 7 jours par semaine. Puis Olivier, il chantait, puis il dansait aussi. Puis il avait dansé, puis il était venu me voir après. Il dit, Huguette, je m'excuse, je n'ai pas tellement bien dansé ce soir. Mais là, moi, les deux bras m'ont tombé, parce que moi, je savais qu'il avait vraiment bien dansé. Mais pour lui, c'était pas encore parfait, là, tu sais. Mais moi, ça m'avait impressionné. J'ai dit, avec les années d'expérience qu'il a, un comédien de sa trempe, là, il n'avait pas dansé à son goût. Moi, je regardais jouer Olivier Guimond, puis je n'en revenais pas. Ça, c'est le genre de gars que tu dis... si moi, je vais voir une pièce, je vais dire, OK, je connais la mécanique, la technique. Je dis, il n'y a pas de miracle, ça se fait. Mais Olivier Guimond, il y avait un petit peu de miracle dans son affaire. Et aujourd'hui, c'est un autre genre de comédien, là, mais... il était bon, puis en plus, quand on pense que c'était de la Bible tout le temps, là. Je veux dire, la façon qu'il se déplaçait sur une scène, la façon que... Gilles aussi, Gilles est comme ça. C'est pour ça que ces gens-là ont des codes d'amour dans le public. C'est parce que c'est pas que du texte, c'est une façon de faire. Quand on répétait, et les répétitions étaient jamais bien longues, on se réunissait en bas dans la salle de cartes, parce que c'est là qu'on joue aux cartes normalement. Et soudainement, on arrêtait de jouer et on disait, bon, mais la semaine prochaine, on joue quoi? Alors, dépendant qui montait la pièce, si c'était Grimaldi ou si c'était La Poune, peu importe, il sortait un petit papier, tout petit, une affaire comme ça, puis il disait, bon, on est un peu là. Toi, Paul, tu vas faire telle affaire, Manda, tu fais telle affaire. On joue, par exemple, le vieux garçon enragé. Alors, il donnait les rôles à tout le monde, et tout le monde, à mesure qu'ils recevaient leur rôle, disait, ah oui, ça leur disait quelque chose. Il l'avait déjà joué 20 ans, 30 ans auparavant, et il était à l'aise. Ah, OK. On avait tout dit. Sauf moi. Quand il me disait, écoute, toi, tu vas jouer tel personnage. Qu'est-ce qu'il fait, ce personnage? Et là, il fallait me l'expliquer. J'avais un plaisir fou que de travailler avec quelqu'un avec des marteaux ou avec Manda, là, et de déchiffrer. De voir qu'est-ce qui m'envoyait comme chasse. Parce que les autres, ils l'avaient déjà joué. Et ça peut être donc qu'il y a des espèces de codes dans ça. On sait que ça veut dire ça, etc. Et là, j'ai commencé à avoir un plaisir fou. Les gens vont dire, ah ben ouais, il y a plein d'improvisation, vous faites ce que vous voulez. Pas tout à fait. C'est bien pensé. Et si un soir, l'improvisation nous arrive sur un mot-clé ou un gag, Gilles est très ouvert à ça. Mais bon, si ça a été bon, peut-être qu'on va le garder et par contre, on va enlever autre chose pour faire en sorte que la pièce dure à peu près le même temps, pour ne pas s'allonger, pour ne pas, tu sais, ça finit par plus finir. C'est très suivi, on fait pas ce qu'on veut, mais on a l'air de faire ce qu'on veut. C'est là l'art de faire du vaudeville, l'art de faire... des pièces dans ce style-là, c'est comme improvisé, mais tout est bien appris. Ce qui m'a impressionné ici, quand j'ai mis des débuts au Théâtre des Variétés, c'est d'avoir les plus vieux, les plus vieux comédiens. Dans la loge des plus vieux comédiens, il y avait un tapis, il y avait une télévision, une radio, une machine à café, ils étaient chez eux. On passait plus de temps ici qu'à la maison, parce que en entrant ici à la fête du travail, c'était adieu les amis pour l'année. On était 7 soirs par semaine ici. Alors là, il n'était pas question de sortie ou de quoi que ce soit. Mais Robert Desroches, Gilles Latulipe, Fernand Gignac, tout ça, entre les scènes, ça joue aux cartes. Des fois, j'arrivais plus de bonne heure avec Léo Rivet, par exemple. Le spectacle était à 8h, j'arrivais vers 6h30, on jouait aux cartes tous les deux. Si on n'avait pas terminé, quand le spectacle commençait, on continuait à l'intermission. J'ai joué avec Paul Desmarteaux, avec Manda, qui aimait aussi jouer aux cartes. Madame Moellette jouait aux cartes, La Poune, Paul Desmarteaux, Paul Thériault, ouais. Même Gilles a joué à un moment donné avec nous autres. Ouais. Et lorsqu'on avait aussi 2 spectacles au Théâtre des Variétés, on faisait des gueuletons entre les shows. C'est incroyable. Alors, on mettait ça sur le feu doucement. Quand arrivait 9h et quelque chose, puis tout le monde avait faim, puis que sur la scène, ça sentait un peu l'ail, ça sentait un peu la choucroute, là, tout le monde disait, mon Dieu, quand est-ce qu'on finit pour aller manger entre les 2 spectacles? Alors, ça faisait un esprit d'équipe. De la troupe originale, l'une des préférées du public était la comédienne Suzanne Langlois, consacrée par les téléromans de Germaine Guèvremont. Suzanne Langlois est extraordinaire. D'abord, elle... il y a une chose que j'admirais
sans bon sens. Gilles pouvait faire tous les gags possibles et impossibles. Elle le fixait avec ses grands yeux et elle ne souriait même pas. Vous êtes arrivé de voyage de noces. J'aime pas sa face. J'ai bien hâte de rencontrer votre femme, où est-ce qu'elle est? Bon. Mais en score, ma femme, en score. Ah, c'est votre femme, ça? Je pensais qu'il venait de rentrer ses vidanges. J'aime pas sa face. En tout cas, score, laisse-moi te dire qu'on a fait un sacré beau voyage. De noces? Ben oui. Ah oui, de noces. Il avait frappé un os, là. Ouais, mais il y a pas mal de viande à prendre. Nous autres, on pleurait, puis elle nous regardait. Comme ça. Pas, elle bronchait pas. Ah, c'était la belle époque. C'était merveilleux. Les femmes comiques, c'est très difficile de s'imposer. Autant ça l'a été aux États-Unis que ce l'est aussi ici. Va vous chanter ma bisoune. En 1968, après une soirée gala en son honneur, Manda Parent fait un grand retour à la scène au Théâtre des Variétés. On va à la fontaine pour un pêcheur de poissons, zonzon. On va à la fontaine pour un pêcheur de poissons, zonzon. La fontaine est profonde, je me suis boulé au fond. Il y aura petit piganon, là, tu fais... Elle allait chercher le public comme ça, puis elle les prenait comme ça, c'était quasiment, ça se sentait. Elle a commencé très jeune dans Aurore l'Enfant Martyr. Et puis ensuite, elle a travaillé au Théâtre National au tout début. Elle était danseuse. Ensuite, elle est devenue épinglette. Et quand elle a rencontré Joseph Martel, lui l'a nommée Manda. Elle était admirable. Cette femme-là, là, si elle avait eu des écoles dans le temps pour la diriger, lui donner... Alors, c'est un malheur. Mais elle avait beaucoup de succès au théâtre. Ça, les gens l'aimaient. Parce qu'elle faisait très, très madame tout le monde, là, vous savez. Madame triste, madame de petit quartier. Mais quand même, elle trouvait des choses amusantes à dire. Les gens l'adoraient. Les gens l'aimaient beaucoup. Mais Manda était vendeuse, mais vendeuse. Là, elle arrivait au monde, elle disait, moi, tu vois avec les émidages. Mais elle vénérait tout et tu n'avais plus d'émidages. C'était pas une femme qui terrorisait personne. Au contraire, elle était terrorisée. C'était une personne qui était timide. Contrairement à tout ce qu'on voyait sur scène, c'était exactement le contraire. Un peu comme Olivier Guimont, si vous voulez. Olivier Guimont qui s'amusait beaucoup, puis qui finalement était aussi un homme timide dans la vie. Un homme, c'est vlimeux, hein? Ça travaille-tu pour nous avoir? Hein? Tant que ça nous a pas eu, là, ça travaille, là. Race maudite! Peut-être qu'elle se défoulait sur scène sur ce qu'elle pouvait pas faire dans la vie réelle. Gilles avait donné une lettre à Manda. Pour lire une lettre, ça durait peut-être... la lettre durait 4 minutes. La fameuse lettre, au bout d'un mois plus tard, pas un mois, mais 2 semaines plus tard, elle était rendue peut-être à 30 minutes. Puis le monde, ça riait, là. Je vous dis, là, c'est pas du fait du temps du blabla, là. Je t'écris lentement, parce que je sais que tu lis pas vite. Plus les gens riaient, plus elle continuait. À tel point qu'on disait, Manda, il faut couper, le show est trop long. Mais elle allait chercher le public. C'était fabuleux. On a maintenant une machine à laver. Mais, elle marche pas. La semaine passée, j'ai mis 5 chemises dedans. J'ai tiré la chaîne, puis je les ai jamais revues. Elle bougeait presque pas en scène. Elle se déplaçait de sa chaise et là, le public la suivait comme ça. Si elle se levait, il se levait presque avec elle. Avant qu'elle dise une chose, les gens riaient parce qu'ils savaient qu'elle allait dire quelque chose de drôle. Ouais. C'était incroyable. C'est des êtres qui arrivent une fois toutes les, je sais pas, X années.
Je veux dire, quand tu joues avec Manda ou avec la poune, c'est pas le temps de dormir dans ton coin parce que la scène va pencher sur ton bord. T'es sûr, ça? Ils sont tellement fortes. Pas très, mon Dieu, tu vas te faire mal. Oh, c'est les bleus. Oh, c'est les bleus, car c'est bleu. Tu plies facilement. Il y a eu un accident un jour. Je faisais la revue de Gilda avec Manda. Et elle faisait Sophie Tucker. Et dans les coulisses, il y a un morceau de décor qui est tombé sur sa tête. Et là, la tête complètement en sang, ça coulait sous la perruque. Elle est rentrée pareil sur la scène. Elle a fait son numéro. Elle a fait rire. Et alors, à l'entracte, on l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Mais elle a embarqué pareil, mal ou pas mal. Et allez hop, on embarque et on continue, on fait le spectacle. J'ai trouvé le spot. Rose Ouellette, l'ancienne impératrice du Théâtre national, n'allait pas tarder, elle aussi, à venir enrichir la programmation burlesque de Gilles Latulippe. Rose était plus drôle en one-man show, one-woman show avec son straight man que dans un sketch, par exemple. Parce qu'elle était habituée, puis c'était ce qu'on appelle delivering, de donner ton texte, de donner tes lignes, tes gags. Elle était très forte là-dedans. J'ai connu beaucoup Rose. Je suis allé la reconduire plus d'une fois chez elle. Je l'ai vue au théâtre. On a pris un verre ensemble, un verre de bière, et puis avec sa cigarette, puis son sel dans sa bière. C'est une femme tellement... c'est un monstre. C'était un monstre sacré, finalement. La poune... Elle m'a fait bien rire dans ses spectacles et aussi, surtout en dehors des spectacles. Moi, je la trouvais tellement hors du commun, finalement. Une personne qui vieillissait jamais, tu sais, qui était toujours pépée, puis je sais pas si elle dormait toute la journée, puis le soir, en tout cas. À un moment donné, elle jouait. On avait des sketchs à faire. Puis j'avais dit, Rose, veux-tu partager ma loge? Parce que moi, j'avais toujours la grande loge. Puis il y avait deux tables de maquillage. Puis elle avait une de ses amies qui était très malade. Puis elle avait beaucoup de peine. Fait que j'ai dit, tu seras pas toute seule, on va pouvoir jaser. Et là, son amie, pendant la durée du spectacle, son amie est décédée. Et là, j'ai vu Rose, la poune, pleurer, mais sangloter dans mes bras, rentrer sur scène, faire toutes ses folies, ses affaires, faire rire le monde, ressortir, repleurer dans mes bras. J'en revenais pas comment on peut trouver la force de caractère, le courage de, tu sais, quand on fait une pièce qui est triste, ben on dit, ben écoute, je vais continuer à avoir envie de pleurer, mais aller faire rire le monde quand on a envie que de pleurer, ça doit être épouvantable. Dans le petit bois, il m'a emmené plutôt la lurette. En dessous d'un arbre, il m'a écrasé. Sa petite Juliette, fit en là, fit ici, fit en haut, fit dans la lurette. Le vaudeville, ça a commencé probablement un peu partout, mais aux États-Unis, c'était bien connu. Et les pièces de vaudeville
il y avait un homme comique, il y avait son faire-valoir, ou son straight, comme on dit des fois. Il y avait 1 ou 2 rôles de composition, et il y avait quelques rôles de femmes et des rôles, vous savez, un peu repoussoirs, là, tu sais, sois belle et tais-toi, ce genre-là. Alors, c'est ça la tradition. Quand on parle par exemple du burlesque, ça se rapproche un petit peu comme les clowns au cirque, la comédie dell'arte, avec le clown blanc. D'ailleurs, on retrouve beaucoup dans le burlesque des sketchs qu'on pouvait voir sur une piste de cirque à l'européenne. C'est un peu les clowns, mais le strikeman doit servir le comique. Comme au cirque, le clown blanc sert l'Auguste. Alors, j'ai pas le droit d'essayer de faire rire puisque je dois faire le strikeman. Denis Drouin était le complice attitré d'Olivier Guimond. À l'instar des anciens, quand Gilles Latulippe ouvrit son théâtre, il se pointa sur scène en compagnie de son straightman personnel, l'ineffable Robert Desroches. Robert, vous avez été ce qu'on appelle, ce que les Français appellent un faire-valoir, mais j'aime pas tellement ça. Moi non plus. Un straightman. J'aime mieux ce qu'on appelle un straightman. Et on dit souvent que le rôle de straightman, c'est un rôle assez compliqué et assez difficile, parce qu'il faut toujours préparer le monsieur qui va faire, faut ouvrir les portes. Ouais, faut lui amener les gags. Faut lui amener les gags. C'est un talent spécial, ça. Être straightman. Il faut être très modeste. Et, j'avoue qu'il faut être modeste. C'est très ingrat même. Et j'avoue que c'est plus le straightman est bon, meilleur le comique paraît. Et Robert, malheureusement, je ne travaille plus avec lui. Parce qu'il est à Toronto. Parce que je demeure à Toronto depuis 3 ans. Mais je retravaillerai avec plaisir parce que ça compte parmi les plus belles années de ma vie. Là, je peux lui dire parce que je n'ai pas à le supporter. Le talent de Fernand Gignac dans son rôle maintenant légendaire de faire-valoir de Gilles Latulippe a d'abord été révélé par l'auteur Marcel Gamache. Ah oui, madame. Ma belle-mère revient de son voyage de noces demain. Ah, déjà? Ah oui, déjà. C'était brillant. Ma femme a hâte de voir sa mère, mais pas moi, je te jure. Le temps passe vite en symphonie. Tu me dis, elle n'a pas pu rester plus longtemps que ça à Bordeaux, là. À Bordeaux? Elle sort de prison? Je connais la plupart de ces gags, parce qu'après 30 ans, mais il m'en réserve toujours des nouveaux. Alors, comme il sait que j'ai le rire pas mal facile, il m'en sort des fois que j'avais pas entendu. Alors, il me prend, là. Alors, je me retrouve toujours plié en deux. J'aime beaucoup rigoler. Ici, il y a un fantôme qui se promène là, hein? Il y en a plusieurs même. C'est le temps qui fait ça. Mais c'est tout ce monde-là qui vit ici, à quelque part, là. J'étais très impressionné par tout ce beau monde-là. C'était des monstres pour moi. M. Guimond, j'ai toujours appelé M. Guimond monsieur. Tout le monde l'appelait Oliver, mais moi, j'ai jamais été capable de l'appeler autrement que monsieur. Il me disait toujours, appelle-moi Oliver comme tout le monde, et je n'étais pas capable. La dernière fois qu'il a joué ici, j'ai joué avec lui. C'était un être extraordinaire, M. Guimond. Je me souviendrai toujours d'une scène, entre autres, dans la pièce, moi, je jouais un policier. Et je surprenais M. Guimond dans la pièce en train de prendre un coup. Et là, je lui disais, c'est défendu, vous n'avez pas le droit de boire surtout en public, vous buvez... alors, il disait, non, je bois pas, c'est du jus d'orange. Là, il me regarde et dit, qu'est-ce que vous faites, vous? Ben, je dis, vous voyez bien, je suis un policier. Oui, mais il dit, vous devez faire autre chose. C'était un prétexte à m'amener une chanson. Ben, je lui répondais, je fais partie de la chorale des policiers. Alors, il disait, ben, chantez-moi quelque chose. La lumière était dirigée sur moi et M. Guimond s'esquivait dans l'ombre et il me laissait faire ma chanson. Et quand j'avais fini, il revenait. Ça, j'avais toujours admiré ça de lui. Parce que s'il avait fallu que M. Guimond reste à côté de moi et qu'il fasse une grimace, j'étais cuit. Je ne pouvais plus la faire, ma chanson. Les gens auraient rigolé, moi aussi, mais il y avait cette
ce professionnalisme-là, il disait, moi, Gignac, puis après ça, il me disait, maudit que tu chantes bien, j'aime ça quand tu chantes ça. Ça, c'est des choses que, je m'excuse de dire ça, là, mais c'est ce qu'il disait. Non, si les murs pouvaient parler. Les gens ici, je pense, au Théâtre des Variétés, ils veulent du musical, il n'y a rien à faire, des plumes sur la tête et puis des costumes. Au Théâtre des Variétés, ça chante et ça danse depuis toujours, et le mot comédie se conjugue régulièrement avec l'adjectif musical. La parolière attitrée du théâtre, celle qui écrit presque tous les roucoulements de ce monsieur-dame, s'appelle Monique Saint-Onge. Au départ, je travaillais avec Vic Vogel. Vic faisait la musique. C'était d'une façon assez spéciale. On a écrit ensemble peut-être au-delà de 100 chansons sans jamais se rencontrer. Gilles allait rencontrer Vic, lui racontait l'histoire de la comédie musicale et qui chanterait quoi. Et là, Vic écrivait au fur et à mesure. Gilles était à côté de lui avec un petit magnétophone et puis enregistrait les musiques. Et le lendemain, il venait chez moi. Il faisait la même chose, racontait l'histoire, me disait, je veux que telle musique, on raconte, c'est à tel moment de la pièce, ça doit dire telle chose. Et puis, là, j'écrivais les paroles. Tous les deux, ensemble tous les deux, nous pourrons faire de notre mieux pour chasser les jours nuageux, tant que nous serons tous les deux. Pour travailler au Théâtre des Variétés, il faut absolument tout faire, tout savoir faire. De Broadway, la comédie musicale permet aux artistes fantaisistes de démontrer tout leur talent, même parfois de s'éclater. Et à titre de directeur artistique de son théâtre, Gilles Latulippe a démontré qu'il avait le don des distributions inattendues et colorées. La façon dont il travaille, c'est qu'il vient chercher dans chacun de nous un nouveau petit quelque chose qui rajoute à ses personnages qu'il a déjà pensé préalablement. Il n'est pas fou, finalement. Alors, c'est une façon de bien nous exploiter. Et je pense qu'on en sort, tout le monde, très gagnant. D'une revue à l'autre, les geishas du Théâtre des Variétés ont vraiment la cote au chapitre de l'humour exotique. Que nous ferons
pays de campagne, où le temps paraît trop court pour l'esprit. La comédie musicale au Théâtre des Variétés gagne du prestige quand Georges Guittari, avec ses lettres de noblesse décrochées aux côtés de Gene Kelly dans An American in Paris, accepte de jouer la comédie aux côtés des vedettes québécoises. Guittari faisait déjà un malheur au Théâtre des Variétés avec ses tours de chant, mais avec Vive Monsieur le maire en 1970 commence une belle série de productions qui étonnent et séduisent, car à presque 60 ans, il gardait la grande forme. Dans le monde entier, chacun se dit. Oui, ça va bouger. Marjane, il était plus jeune là, quand il est venu travailler ici. Hein. Parce que moi, je l'ai vu quand j'étais jeune dans le film An American in Paris. C'est Gene Kelly, pas John Kelly, qui a montré à bouger. Puis j'ai beaucoup aimé Guittari travailler avec. Ça, c'était un des bons souvenirs que j'ai. C'est un bon comédien, parce que de tous ces chanteurs de charme, pour ne pas les nommer, là, qui ont fait du cinéma, c'était le meilleur comédien. Une comédie musicale truffée de chassés croisés rocambolesques, La course au mariage, a fait salle comble en 1981 comme en 1974, alors que la vedette n'était nul autre que le créateur de cet anneau d'or. C'est un anneau d'or que je pourrais bientôt mettre à ton doigt. C'est un anneau d'or, dira au monde entier que tu es à moi et que nous deux, et devant Dieu et les hommes, on s'est juré un éternel amour. Voyez-vous une bonne journée, ma femme est morte, et le lendemain, j'étais veuf. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais veuf, votre femme, c'est ennuyant. Ça peut pas être pire qu'une veuve qui a perdu son mari. Aïe, 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 aïe. Tu sais, c'est un délire de mariage et de folie. Puis Jean-Louis, je pense que c'était la première fois qu'il jouait ici. Je pense. J'ai l'impression que j'ai 20 ans, je me sens le cœur palpitant, oh là là. Oh là là. Je suis comme un jeune écolier qui découvre la joie d'aimer, oh là là. Oh là là. Je suis d'un seul coup rajeuni, je suis prêt à faire des folies. Grâce à vous, je suis transformé, ma vie est tout ensoleillée. C'est sûrement le printemps de ma vie, car je sens mon cœur qui fleurit, oh là là. Oh là là. Je n'ai jamais vu de ma vie une femme aussi bien garnie, oh là là. Oh là là. Et vous êtes sûrement ma chance, vous êtes ma fontaine de jouvence. L'amour n'a pas d'âge vraiment, plus ça va, plus c'est excitant. Je mets ma fortune à vos pieds, vous pouvez tout me demander, oh là là. Oh là là. Pour notre voyage de noces, je vous en... On ne lésine pas sur l'extravagance des costumes au Théâtre des Variétés. Alors imaginez quand il s'agit de créer une robe de mariée. Ah oui, elle était immense, hein? Elle était belle. Elle faisait 3 fois le tour de la scène, ça. Elle s'accrochait, c'est parce qu'il fallait faire attention pour pas que personne marche dessus. C'était ça l'idée. Que ça s'accroche nulle part quand on... Il y avait un 2e étage, hein? Il y avait des escaliers avec cette robe-là. Après pendant toute la nuit, je vais brûler mon énergie, oh là là. Oh là là. Acteur depuis l'âge de 5 ans, Michel Noël est un des artistes les plus marquants des années d'or de la radio et de la télévision, en plus d'être un de nos premiers chanteurs fantaisistes. Il a chanté ici une fois la ballade des gens heureux. Je ne sais pas si vous connaissez la ballade des gens heureux, il y a plusieurs couplets, mais il y avait un front, Michel, puis
Et il y a un couplet qui dit « Toi qui as connu mon frère », etc. Et il y a un autre couplet qui dit « Toi qui as planté un arbre », etc. Et un soir, il a mélangé ça. Et ça a donné « Toi qui as planté mon frère ». Il s'en est aperçu. Mais Michel, il y avait une maîtrise tellement extraordinaire. Les gens sur scène, on braillait. Mais il a tout arrangé, puis c'était devenu... C'était le gag, « Toi qui as planté mon frère », mais Michel était fort. J'adorais sa voix, puis je comprenais pas pourquoi il voulait pas chanter plus souvent que ça, Michel. D'ailleurs, c'est toujours resté un mystère dans ma tête. Je sais pas si ça le gênait ou s'il était mal à l'aise, mais il voulait pas chanter. On lui demandait souvent de chanter Ma Norvège. J'aimais tellement quand il chantait ça. Il disait, ah non, il voulait pas. Et il nous a fait tellement rire avec les chansons. Je dis qu'il voulait pas, puis je sais pas pourquoi, mais je pense qu'en parlant, là, en disant, je pense que je comprends pourquoi. Il y avait une difficulté incroyable à se souvenir des paroles de chansons. Et il en composait à mesure. À votre vue, mon cœur s'enflamme. Laissez-moi faire et je m'occupe de vos nuits. Je suis prêt de faire sans condition. Que vous offrez, sachez qu'il faudra beaucoup d'énergie. Ça fait 15 ans. Gilda, qui, toujours à l'intérieur de ses revues, a toujours un sketch ou deux ou trois. Il laisse toujours de la place pour la comédie, Gilda, toujours. Et ce genre de revue, ça plaît beaucoup au public. Gilda, de qui j'ai beaucoup appris. Surtout que elle m'a donné beaucoup de courage. Je dis elle, je devrais dire il, mais on ne sait plus. Toujours à l'heure, toujours un maquillage impeccable. Même, il m'a donné des trucs pour le maquillage. Et puis, pour moi, Gilda m'a donné une grande leçon de courage parce que je me disais, oh, recommencer une deuxième carrière, me semble que je suis trop vieille ou je sais pas, j'avais des hésitations. Et de voir Gilda qui a quand même quelques années de plus que moi et qui était fidèle au poste à tous les soirs et qui ne ratait jamais l'occasion de faire une bonne blague, ça m'a donné une bonne leçon. Et j'étais allé aux Folies Bergères à Paris voir le directeur artistique, qui est un ami, et je lui ai expliqué qu'on travaillait, mais il n'y avait pas de place. Puis il m'a dit, tu sais que la scène n'est pas tellement grande ici. J'ai dit, vous êtes 120 artistes. Il me dit, oui, mais on est obligé de tricher. Mais il dit, regarde l'escalier. Et effectivement, l'escalier était contre le mur. Ça faisait des espèces de zigzags sur des roulettes. Quand ils avaient besoin, ils descendaient l'escalier, qui était bloqué par des piliers. Et les artistes arrivaient par en haut. Oh, c'était pas tombé dans l'œil d'un sourd. Arrivé ici, j'aurais expliqué, on a fait un escalier et on a pu faire des vues. Ça a habité le théâtre aussi et ça a fait partir une ligne de pensée, je dirais, pour les revues à grand déploiement. Et puis, il n'y avait pas tellement d'endroits où on envoyait là, à ce moment-là. On peut reconnaître l'imprimatur de John Kelly dans tous les détails des décors et des costumes du Théâtre des Variétés. Danseur professionnel réputé, ayant travaillé dans les grands cabarets du Canada et des États-Unis, il est arrivé rue Papineau, les valises pleines de plumes et de falbalas, pour monter les premières revues de Gilda. Depuis 30 ans, il y a conçu des centaines de chorégraphies et d'ambiances visuelles pour les productions à grand déploiement. J'ai choisi de faire du musical puis de la comédie musicale. Et puis, j'ai resté là-dedans.
C'est bien beau les idées folles, mais comment les réaliser? Réussir l'impossible, c'est l'affaire des deux patenteux ingénieux du théâtre, Marcel Parent et Marcel Dubois. L'un frise, l'autre pas. Ils appellent les Marcel. Puis eux, ils font de la construction et moi, j'habille les décors. Et c'est toujours lui. Alors, on allait dans le costumier, puis il me disait, il me semble que toi, ça devrait être ça. C'était pas plus précis que ça, là. Mais tu devrais, ce style-là, il y avait 3, 4 ou 5, 6 robes, jupes, je sais pas quoi. Toi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on allait là-dedans. On choisissait avec lui ce qui nous convenait. Mais c'est jamais... On n'a pas fait... Moi, j'ai pas joué des pièces d'époque ici, comme j'ai vu l'autre jour. Mais là, ça prend un costumier avec des perruques. Mais là, on n'a jamais fait ça. Alors, avec Kelly, c'était très, très simple. Puis quand il n'y avait pas, il allait nous chercher chez le voisin ici qui vendait des chaussures. 10 boîtes de chaussures, prend celles qui te font, et il allait reporter les autres boîtes de chaussures. Le gars à côté avait des perruques. C'était la même chose. Il arrivait avec une boîte de perruques. Ça va bien, c'est parfait. Porter à côté les autres qui ne fonctionnaient pas, c'est le bonheur, ça, ici. Là. Et moi, j'ai dépensé une fortune de mon argent. Je dis pas une fortune, parce que j'ai investi beaucoup de temps. Mais quand je suis arrivé ici au Théâtre des Variétés, il n'y en avait pas. Moi, j'en avais. Mais c'était avec Gilda, la plupart. Quand ça vient au costume, c'est plutôt des revues de Gilda, parce que c'était la grosse affaire, tu sais. Gilda, la phénoménale, recrute pour ses revues toutes les têtes d'affiche du Théâtre des Variétés. Le public s'en régale follement, d'autant plus que le mélange de genres est souvent complètement débridé. En dehors de la scène, on n'imaginerait pas, par exemple, l'élégant travesti en compagnie de Madame Lapoune. Quand tu vois toutes les choreuses qui sont là, qui travaillaient, puis que cette femme-là rentre, puis qui est belle de même, puis qui est puis tellement bien arrangée d'en haut, tu sais ce que je veux dire? Il n'y a pas une femme qui aurait pu arranger ça comme ça. J'aimais bien Lapoune, c'est travailler avec elle qui était difficile. Autrement, c'était un amour de femme. C'est quand même intéressant quand ça arrive là, tu sais. Je veux dire, Lapoune et Gilda en même temps. On a eu déjà Lapoune sur un petit balcon en haut, là, qui faisait des commentaires sur Gilda sur la scène, et c'était quelque chose. Ah, ça riait dans la salle pendant une demi-heure de temps, je pense, avec les deux, là, qui se donnaient des cracks, tu sais. Il a travaillé avec l'époque de Mistinguette. Et je dois dire que Gilda m'a appris mon métier. On va le dire très vulgairement, un coup de pied dans le cul. Cire tes chaussures, fais ci, fais ça. Mais non, ce maquillage, c'est mauvais. Mais non, c'est pas bon. Il m'a fait apprendre mon travail. Pour le musical. C'est un exemple. Quand Gilda arrivait avec ses toilettes, qu'on ne pouvait voir qu'au théâtre, dans le fond, parce qu'il arrivait, il faisait une finale ici, je me rappelle, il descendait l'escalier, et on pensait que c'est un rideau qui descendait, et c'était son manteau. C'était son manteau, quand il descendait, il y avait ça sur les épaules. Il couvrait toute la scène avec ça. Il n'y a que dans des productions comme ça qu'on peut voir ça. Les gens étaient fascinés par ça. Ça se garde longtemps, les plumes. C'est quasiment pas usable. Moi, je jette rien. Je veux dire, chaque petit morceau, là, on le garde précieusement parce que ça sert. Si on transforme les choses, hein, de cette façon, on n'arrivera pas autrement. Ça coûte trop cher. Les petites filles de 12 ans, là, quand tu joues ça 3 mois de temps, là, tu sais, il te reste des petites séquelles, là. C'est pas fini quand tu sors de là, tu sais. Ça peut être dans ta voix, ça peut être dans ton comportement, mais après, bon, ça s'en va, tu sais. C'est merveilleux, là, le théâtre des variétés et le théâtre du rire.
membre de la troupe de John Grimaldi, Jenny Rock a porté durant des années le flambeau du rock'n'roll dans les revues musicales du Théâtre des Variétés. Naturellement, ceux qui étaient là, je veux dire, ceux qui ont 75 ans, 70 ans, qui viennent au Théâtre des Variétés, c'est peut-être le seul théâtre où ils se sentent à l'aise parce qu'ils sont venus pendant toute leur vie. Et je trouve que c'est un endroit formidable. Ils se sentent chez eux. Ça sent le popcorn pendant l'entracte. Tu sais, on peut s'acheter de la crème glacée. J'ai pas vu ça nulle part ailleurs. C'est le Théâtre des Variétés et c'est unique en son genre et j'espère que ça va rester encore très longtemps comme ça. Quand on peut venir, on vient. Chapeau. Moi, je me rappelle les premières années, Landa, Juliette Pétry, Paul Desmarteaux, Denis Drouin, la Poune, c'était fabuleux. C'est un Gilda, on sortait d'ici, là. Hein? Moi, j'ai vu Tino Rossi ici, j'ai vu Georges Guettari, j'ai vu beaucoup de monde. Pendant 30 ans, on en voit. La popularité du Théâtre des Variétés tient à plusieurs traditions, dont celle apportée par les gens de cabaret tout azimut qui venaient faire la première partie du spectacle avant la comédie. Inévitablement, ce mélange de genres allait avoir ses répercussions jusqu'à l'union des artistes. En gros, ces gens-là travaillaient, faisaient deux spectacles par soir dans les cabarets, puis 3 le samedi. Mais quand ils disaient tu vas au Théâtre des Variétés, là, je te dis que c'était presque un cadeau pour eux autres. Je pense qu'ils seraient venus pour rien. C'était tellement agréable. Tu sais, t'as un public d'abord qui écoute. J'étais vraiment en colère quand j'ai vu que l'Union, au lieu de nous aider, nous mettait les bâtons dans les roues. C'était merveilleux. Les danseurs pouvaient faire leurs premières armes ici. Et parce que pour faire partie de l'Union, il faut avoir fait 30 émissions. Au départ, dans un théâtre, on faisait du cabaret. Alors, est-ce que c'était un cabaret? Est-ce que c'était un théâtre? Là, à l'Union, ils étaient un peu mêlés parce que c'était pas structuré. Avec le temps, on a fini par faire des concessions des deux côtés et on a fini par se faire des ententes. Et finalement, les problèmes sont aplanies, c'est réglé. On n'avait pas de difficulté à avoir vraiment du sang neuf à toutes les semaines. On avait l'embarras du choix. Le public n'a pas de demi-mesure. Soit s'il aime beaucoup, ben il n'aime pas ça pendant. Mais c'est rare que c'était des vies qui n'aiment pas ça. Et il y a aussi les gens qui n'ont jamais vraiment accepté ce théâtre-là et qui croyaient qu'ils vous ont catalogué. Ils peuvent te cataloguer et c'est comme s'ils ne te voyaient pas ailleurs ou dans autre chose. Mais ça a pas mal diminué, ça. Je pense que maintenant, on l'accepte un peu plus.
Il y a eu des années où c'était vraiment pas coté, hein? Non. Et tu pouvais te tuer à faire quelque chose, un bon rôle au théâtre, tout ça. Jamais les journalistes venaient. Non, jamais. Maintenant, ils y vont. Depuis quelques années, là, ils y vont. Parce qu'il faut quand même, c'est un fait, ça existe, c'est là, depuis 30 ans. Donc, Gilles Latulippe a fait ses preuves qu'il y avait une place pour un théâtre comme ça. Les femmes et la chose font l'objet de blagues plus ou moins subtiles sur la scène du théâtre des variétés. On est gamin ou on ne l'est pas. Des choses ici en train de jouer une pièce, puis là, il y a un monsieur dans la salle qui monte avec sa caméra, puis s'en va ici près de l'escalier, puis il monte la première marche, il prend une photo timidement. Là, il monte la deuxième marche, puis il prend une autre photo, mais là, il est moins... puis ça finit qu'il est quasiment à côté de moi sur la scène. Fait que là, j'ai arrêté, puis j'ai dit, bon, ben là, on va faire, si vous permettez, il y a 700 personnes dans la salle. J'ai dit, là, on va faire une session de photo avec monsieur. Puis là, bon, ça criait dans la salle. Puis après ça, on a continué, puis ça a fini là. Tout le monde était bien content. Quand on les fait rire, là, alors, ça leur apporte beaucoup. Vous savez, au théâtre, on a beau arriver au théâtre, on a eu nos petits ennuis dans la journée, décider ça. Mais vers 5h, 5h30, là, on commence à penser qu'on va les amuser. Et déjà, avant même de jouer, on a une grande satisfaction. On dit, ah, je viens ici. Puis quand on les entend arriver, là, ils sont brouillés un petit peu, là, tout ça, on dit, ah, ben, je sais plus, là, on a tellement hâte d'arriver sur scène, là, tu sais. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait. J'ai passé à travers les murs, j'ai eu des décasses à la tête, j'ai eu de la melasse dans mes souliers. Tout ce que j'ai fait au théâtre, c'est toujours avec des textes que j'apprenais par cœur, puis que j'apprenais très bien. Puis là, je disais à Gilles, j'apprends ça, là, moi, puis tu me laisses jamais parler, tu me fais rire tout le temps. J'essayais de passer mes textes, puis tout ça. Mais ça lui faisait rire. Je me rappellerai toujours d'une fois, dans la course au mariage, je pense, Gilles, il m'avait joué un tour. Il était dans un escalier, et puis j'étais supposée, pour le séduire un peu, je passais la main sur la poitrine un petit peu, en lui demandant quelque chose. Tu sais, comme on est capable de faire, nous autres les femmes, quand on veut quelque chose. Alors, je passe la main sur la poitrine un peu, puis il était plus haut que moi, il était comme, mettons, 2 marches d'escalier. Et là, il avait eu une cravate. Je sais pas où est-ce qu'il avait pris ça. Puis la cravate, elle faisait ça. Elle retroussait. Fait que là, je vois la cravate, puis je pars à rire. Puis là, il la redescend. Puis là, je continue. Et en tout cas, la cravate, finalement, elle montait. Il me jouait des tours continuellement. Puis à tout bout de champ, il arrivait des malheurs aussi. Des pieds de lit, quand on sautait dessus, c'est évident que les pauvres lits qui étaient sur la scène, ça tombait. Puis, en tout cas, il nous est arrivé toutes sortes d'aventures. Et on était rendu que quand il arrivait rien, on trouvait ça un peu triste. Dans les coulisses de Balconville, Denis Proulx et Marthe Choquette étaient redoutables. Et puis, à un moment donné, dans la pièce, Gilles et moi, on est chaud. On a pris un coup. Et on sort de scène en pyjama rapidement. Et puis, on doit aller se vêtir rapidement, mettre un veston en arrière-scène pour revenir rapidement. Et ces 2 demoiselles-là, vous savez ce qu'elles avaient fait? Elles avaient ramassé des briques. Elles avaient mis ça dans mon paletot, qui était très ample. Alors, en le mettant, je ne me suis pas rendu compte, j'ai mis le mais ça pesait une tonne. Il y avait 2 briques dans chacune des poches. Il faut rentrer sur scène avec ça. Il a fallu terminer la première partie avec ça. Elles avaient ramassé ça dans la ruelle en arrière. Elles avaient mis ça dans mes poches. On s'est joué des tours. J'ai tout fait à Gilles. Il y avait une trappe dans la scène. Et à un moment, il ouvrait la trappe et il était censé parler à quelqu'un, là, qui n'était pas moi. Mais moi, j'y étais tous les soirs, dans des déguisements différents. C'est-à-dire qu'un soir, j'avais une perruque rose, le lendemain, j'avais des robes énormes, ou le soir d'après, j'avais rien sur moi.
Mais lui, il ouvrait la trappe et il avait peur. Au bout de 30, je pense qu'on avait joué 3 mois. Au bout de la 30e, 40e fois, il se disait, comment elle va être ce soir? Des fois, j'avais ses vêtements. D'autres fois, j'avais installé une table à cartes, je jouais aux cartes avec des amis, parce que c'est immense, le dégagement. J'ai tout fait dans cette trappe-là pour le déconcentrer. J'ai réussi juste une fois. Une fois. Dans la pièce de Neil Simon, Les Sunshine Boys, Fernand Gignac et Gilles Latulippe incarnent 2 vieux artistes qui s'aiment autant qu'ils se détestent. C'est une des pièces les plus touchantes que les 2 grands du théâtre aient jouées sur la scène du Théâtre des Variétés. Peut-être parce qu'elle rappelle la fidélité que Gilles Latulippe a toujours manifestée envers les aînés. Oui, ça a prolongé de beaucoup la carrière de plusieurs artistes, oui. Parce que vous savez, il arrive un certain temps à la télévision que, je ne sais pas pourquoi, quand vous avez atteint un certain âge, on se dit, bon, ça c'est trop vieux, c'est fini, on passe à autre chose. On oublie, on n'a plus le respect, l'échelle des valeurs à ce moment-là n'existe plus. Tandis que c'est le contraire aux États-Unis. Plus vous vieillissez, plus on a du respect, plus on vous idolâtre, pardon. On retrouvera plus ça, c'est fini ça par exemple. La relève est difficile. Je me demande si, dans l'absolu, c'est vrai que cette qualité d'artiste-là, que ce talent-là qu'avait, je parle de Guimond ou je parle de Manda, si c'est vraiment fini pour jamais, ou s'il va y avoir des jeunes qui vont avoir ce talent-là. Pas d'initiation. Je veux dire, si je vous ai vu quelque part, et si j'ai jugé que vous étiez capable, si je sais que, en dehors de la scène, vous êtes parlable, que vous avez un bon caractère, que vous arrivez toujours à l'heure, que vous avez le sens de l'humour, que vous n'avez pas le sens du ridicule, que ça, je veux voir tout ça avant. Je veux pas que personne me raconte ça, je veux le voir moi-même. Et des fois j'ai besoin d'un jeune ou d'une jeune, et je ne les connais pas. Je ne connais pas ces jeunes-là, moi. Alors, j'appelle Janine Suto, par exemple, et je dis, écoute, j'ai besoin d'une fille, 18, 20 ans, et si elle me recommande la fille, je peux la prendre. Jean Roger, premier chanteur à l'affiche du Théâtre des Variétés, prouve que la recette originale du Théâtre des Variétés tient bon. Ce qui n'empêche pas Gilles Latulippe de préparer sa relève. Je venais jouer au théâtre quand j'étais jeune, puis maintenant c'est moi qui dirige. C'est assez particulier. Vous savez, du théâtre, c'est du show business. Alors moi, je m'occupe du show, il s'occupera de la business. Papa et moi, ensemble, on est capable de faire n'importe quoi. Mais quand, lui, il aura plus le goût, ou quand il sera trop âgé, ou s'il partait subitement, je ne sais même pas si moi, j'aurais le goût de continuer d'abord, parce que je me demande si c'est pas la tulipe qui est l'âme du variété, s'il n'est pas là. Le fantôme, c'est dans le fond, c'est lui. Dès qu'il est entré dans notre oreille, le rire d'une salle et les applaudissements, ça n'en sort plus, jamais. Et c'est une drogue dont on a besoin régulièrement. La plupart des gens ont besoin de rire, comme de boire ou de manger. Mais nous, en plus, on a besoin et de rire, et d'entendre rire, et de faire rire. La vocation de Gilles Latulippe a été précoce. Elle a pris son élan avec le frère Nolasque, dans le classique de Gratien Gélina, Bouzille et les Justes, repris au Théâtre des Variétés, 10 ans après sa création, en 1971. À propos, ma tante, je vous ai apporté un petit cadeau qui va vous encourager. Ah oui? Montre donc pour voir. C'est une médaille de Saint-Just, le patron des causes désespérées. Oh. Mais là, sur le bureau, ça presse pas. T'as confiance que mon Bruno va être acquitté, hein, Nola? Si c'est la sainte volonté de Dieu, oui, ma tante. Mais de bons catholiques comme nous autres, ils devraient être de notre côté, tu trouves pas? Oui, ma tante. À moins qu'il ne vous fasse la grâce de passer par l'heureuse mais sanctifiant creuset de l'épreuve. Oh, dis pas ça. Au cas où ça se produirait, demandez-lui la force de faire votre sacrifice sans chrétien exemplaire que vous êtes. Ah, pas aujourd'hui. J'en ai pas
Dimanche dernier, justement, le révérend père aumônier nous rappelait le bel exemple de résignation évangélique de saint Agétilase de Corinthe. Oh mon Dieu! Sans se plaindre une seule fois, il a croupi pendant 37 ans dans un cachot humide pour avoir enfin la consolation suprême de décrocher la palme. Je me suis rendu compte, évidemment, du pouvoir que Gilles avait de faire rire quand, la première, il était entré en scène. Hein? Il y a eu pendant 1 minute et demie, 2 minutes de rire. Et, Yves Letourneau, qui était le caneur, qui était près de la porte entrouverte, qui riait lui aussi, est sorti pour se recomposer une image. Il est revenu, il est parti à rire. En tout cas, tout ça a duré 3 ou 4 minutes et je vous dis que c'est long. Et quand j'ai dit à mon père, qui connaissait rien au théâtre, pas du tout, et qui se demandait qu'est-ce que j'allais faire dans ce milieu-là, parce que lui, on avait une ferronnerie, puis il s'attendait tellement à ce que je prenne la relève. Et quand je lui ai dit que je voulais devenir un acteur, dans le fond, il n'y croyait pas. Mais il a eu la sagesse de me dire, écoute, essaye, si ça ne fait pas ta place, tu reviendras à la ferronnerie. Et j'ai travaillé, j'ai fait la roulotte des parcs, j'ai fait, etc. Et le jour que j'ai dit à mon père, M. Gélina m'a accepté dans sa troupe, ça l'a ébranlé. Parce il le connaissait, M. Gélina. Parce qu'il savait que M. Gélina allait de succès en succès tout le temps. Et là, il a dû se dire, s'il l'a pris, il doit avoir une raison. Et là, il a réalisé peut-être, juste à ce moment-là, que je ne reviendrai probablement pas à la ferronnerie. Que l'âme, que l'esprit de départ pourrait pas lui survivre. C'est très triste parce que il est encore jeune, puis si on se fie à Amanda, si on se fie à la Poune qui a travaillé jusqu'à 90 ans, à George Burns aux États-Unis qui a travaillé pratiquement jusqu'à 100 ans, il nous reste 40 ans. Gilles Chapeau. Longue vie au Théâtre des Variétés. Jean Grimaldi n'a jamais eu de subvention pour faire ce théâtre. S'il faisait vivre ce théâtre, c'est parce qu'il faisait assez d'argent pour faire vivre le théâtre et non pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui le faisait vivre. Gilles Latulippe, c'est pareil. Il faut que le théâtre soit rentable, il faut qu'il y ait du monde. Puis moi, je suis pour ça. Je trouve ça merveilleux. Tu vis avec tes moyens, puis tu travailles selon tes moyens, puis ça marche pas, mais laisse ta place aux autres. Et Gilles s'est très bien débrouillé, puis il est bien entouré aussi. Après 30 ans